avis du million de personnes désormais atteintes par le Covid-19. Chérie, ça va? Oui, ça va, chérie. J'ai signé. On est couvert. Avec l'assurance Leadway Protection, assurez à votre famille un soutien financier en cas de décès, d'invalidité ou de maladie grave, y compris Covid-19. Vous prenez soin de ceux que vous aimez, nous prenons soin de vous. Souscrivez à 9 900 francs par an et recevez 500 000 francs en cas de sinistre. Rejoignez-nous. Leadway Vie. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1. Voici les grands titres de ce 20h. Le bilan s'est alourdi à 14 morts à Anyama. Les secours ont découvert un nouveau corps ce samedi. Au quartier Raé, les fouilles se poursuivent pour retrouver des survivants après le glissement de terrain avec coulée de boue provoqué par les fortes pluies tombées dans la nuit de mercredi à jeudi. Inondations, glissement de terrain, mais attention aussi aux accidents électriques en cette saison pluvieuse. C'est le sujet du dossier de ce 20h. L'appel est lancé aux populations habitant sous les hautes tensions. La compagnie ivoirienne d'électricité sensibilise les populations afin de quitter ces endroits dangereux. Le coronavirus toujours menaçant cette saison pluvieuse. Le bilan sanitaire vient d'être dévoilé. Ce samedi, on dénombre en Côte d'Ivoire 402 nouveaux cas confirmés, 50 nouvelles guérisons. La déclaration du ministère de la Santé dans ce journal. La direction du PDCI RDA propose Henri Konan Bédié comme candidat du parti à la convention de désignation du candidat pour la présidentielle prochaine. Le président Henri Konan Bédié est ainsi le premier candidat officiel déclaré pour cette convention. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Et si on repensait l'Afrique, cela est-il possible? N'est-ce pas audacieux, prétentieux? D'ailleurs, pourquoi repenser ce continent et pour obtenir quels résultats? Voilà autant de questions qu'on pourrait se poser sur le titre de l'ouvrage que vient de publier Dr Samuel Maté. Notre invité de la page culture de ce samedi est professeur d'économie et de management. Il appelle à transformer l'Afrique maintenant et par chacun. Et pour cela, il faut repenser l'Afrique. Mais qu'est-ce que cela implique? Bonsoir, Dr Samuel Maté. Alors, vous nous invitez ce soir à repenser ce beau continent, l'Afrique. Dites-nous, l'Afrique a-t-elle un défaut de fabrication pour que nous puissions la repenser? Ben écoutez, Marie-Laure, je salue les téléspectateurs. Ce n'est pas un défaut de fabrication, c'est un réajustement à faire pour que l'Afrique puisse avoir la place que je pense qu'elle devrait normalement avoir, celle d'une des plus puissantes continents à travers le monde. Et justement, comment transformer l'Afrique? Vous dites maintenant et par chacun. Vous nous en direz davantage dans la page culture. On va se retrouver dans une trentaine de minutes. Merci. À tout à l'heure, Dr Samuel Maté. Le bilan s'est alourdi ce samedi du côté d'Anyama. On déplore désormais 14 mois après le glissement de terrain avec coulée de boue provoqué par les fortes pluies tombées dans la nuit de mercredi à jeudi sur place. Vous allez le voir, les secours continuent de s'activer pour retrouver des survivants. Alexis Ouedraogo. Un autre corps, celui d'un petit garçon de moins de 10 ans. Étendu sur son matelas, il est recouvert de gravats. Il n'a pas survécu à la coulée de boue qui a endeuillé Anyama jeudi dernier. Avant d'arriver, nous avons organisé une battue sur l'ensemble des sites ici. Et à l'issue de cette battue-là, nous avons repéré un endroit où il y avait une accumulation de mouches. Voilà. Et nous avons véritablement orienté toutes nos actions sur cet endroit précis et ça a porté ses fruits. Nous avons découvert un corps. Il s'agissait d'un génome de 10 ans environ. Un génome de 10 ans environ. Et là, nous avons retiré ce corps aux environs de 9h45. 72 heures après le drame, les recherches se poursuivent. Les badauds, eux, ne perdent rien du tableau morbide. En cette période de pluie, la tâche de recherche est pénible pour les secours. Les engins s'embourbent, rendant les fouilles plus difficiles. Quand le ciel se fait clément, la brigade cynophile prend le contrôle des opérations. Les chiens fouillent les décombres pour flairer l'existence de vie humaine ou encore de corps dans les décombres. Chut! Nos chiens, à l'instar des chiens qui découvrent la drogue, nos chiens ont cette capacité-là de pouvoir détecter des hommes gisant sous des décombres.
Donc depuis le bas âge là, ces chiens sont formés à pouvoir retrouver des personnes qui ne seraient pas bien évidemment accessibles. Sur tous nos lieux de sinistres qui concernent les effondrements, les éboulements, ces chiens-là véritablement sont mis à l'épreuve et les résultats sont satisfaisants. Ce drame d'Anyama a fait pour l'heure 14 morts et plus de 600 déplacés. Les recherches se poursuivent pour retrouver d'autres corps et il faut faire vite car selon les secours, les chances de retrouver des survivants s'éteignent au fil des heures. Inondations, glissements de terrain, mais attention aussi aux accidents électriques en cette saison pluvieuse. L'appel est lancé aux populations habitant sous les hautes tensions. La compagnie ivoirienne d'électricité sensibilise dans différentes communes d'Abidjan. La CIE interpelle les riverains et les invite à ne pas braver la mort, mais à quitter urgemment ces endroits dangereux. Le sujet est développé dans ce dossier signé Jean-Luc Bangbo. Parmi les dangers auxquels sont exposées les populations en période de pluie, les risques électriques figurent en bonne place. Ce danger devient encore plus important lorsque ces populations s'installent dans des zones de haute et moyenne tension. C'est en vue de prévenir le pire que la compagnie ivoirienne d'électricité a entrepris cette démarche de sensibilisation auprès des occupants de ces emprises dédiées aux installations électriques. Vous êtes conscient des risques qu'il y a là? Nous sommes à Cocody. Sous ces lignes de haute tension cohabitent ébénistes, mécaniciens et autres commerçants. Des foyers qu'on doit travailler, on n'a pratiquement pas de possibilité d'accès. Ça, c'est nous-mêmes en termes de surveillance, c'est difficile. Seconde difficulté, si une ligne d'eau tombe actuellement, bon, avec tous ces hommes qui sont là, la probabilité pour qu'il y ait un accident grave est très élevée. Donc il est important que chacun puisse faire l'effort de quitter. Je crois que c'est un risque très sérieux parce que ça concerne la vie. Donc on va essayer de voir si on peut trouver un autre site. Comme cet ancien emplacement du célèbre bidonville Washington, la commune de Cocody abrite plusieurs autres sites où les populations côtoient la mort du fait de leur présence sur ces zones à risque électrique. On est en zone des pluies aussi, souvent il peut y avoir des décharges atmosphériques et donc dans l'écoulement des défauts à la terre, les personnes qui sont à proximité peuvent être aussi victimes d'accidents. Le constat de la dangereuse cohabitation entre population et risque électrique est plus édifiant ici à Yopougon-Sable. C'est dans cet étroit conduit que les agents de la compagnie ivoirienne d'électricité se faufilent pour accéder à une de leurs installations, le pylône d'une ligne de 90 000 volts, phagocyté par les habitations. Pourtant, c'est une distance de 15 mètres entre ce pylône et les habitations qu'il faut respecter. Normalement, en bas de ces poteaux-là, on ne doit pas être en bas. C'est-à-dire quand il est au milieu comme ça, là, on doit compter 15 mètres. Il n'y a personne ici, 15 mètres, il n'y a personne ici. Or, vous là, on ne peut même pas compter 1 mètre. Le risque d'électrocution mortelle ou d'incendie ici est maximal. Si la foudre tombe sur ces lignes et qu'elle se retrouve à terre, bon, véritablement, tous ceux qui sont en haut, c'est des victimes. Ce qu'ils ont dit là, c'est vrai même. C'est vrai, c'est la vérité même, ils ont dit. Nous-mêmes, nous sommes ici là. Mais ça a collé, comme on n'a rien quoi. Ça a collé ça, on est stressé. Les gens, si tu as quelque chose, tu ne peux pas voir ça, tu vas t'asseoir en bas de ça. On a trop peur, toujours on a peur. Mais c'est le moins, sinon on a peur. Si on dit on n'a pas peur, je monte, on a peur. Le déguerpissement apparaît comme l'ultime solution pour prévenir ces risques. Les populations en ont conscience. Toujours même, moi-même, je pense écouter même. Non, je ne pense pas pour les ici. Un autre site à risque à Yopougon, le marché de Vivrier ou marché Gouro de Yopougon-Siporex. Installés sous ces lignes et poteaux électriques de 90 000 et 225 000 volts, les occupants se disent contraints d'y exercer. Chacun cherche à se débrouiller. Et je pense bien que peut-être qu'à travers ceci, les autorités comprendront aussi. Parce que nous avons besoin de sites, sincèrement. C'est un site provisoire. C'est un site provisoire, on n'a pas le choix. On ne demande pas à ce que les gens viennent travailler avec vous et puis avoir la mort. Une dizaine de marchés de vivriers se sont provisoirement installés sous ces lignes haute tension, accroissant dangereusement le nombre de personnes exposées aux risques électriques. La vulnérabilité de l'homme n'est plus à démontrer face aux effets du courant électrique. Selon les experts, 40 volts sont mortels en milieu sec et un peu moins en milieu humide. Tenez, en 2016 et 2020, ce sont 27 personnes qui sont décédées à Abidjan des suites des risques électriques. Et entre janvier et avril 2020, l'on a enregistré officiellement à Abidjan
10 décès des risques électriques. Des chiffres qui sont largement sous-évalués selon le directeur adjoint de la sécurité au travail. C'est depuis le mois de mai que la compagnie d'électricité a lancé cette campagne de sensibilisation pour appeler les populations à plus de prudence et à respecter les consignes de sécurité. Tous reconnaissent la dangerosité de vivre dans ces zones, mais acceptent de braver le risque, tout en s'en remettant à la divine miséricorde. Mais combien de temps? Et il ne faut pas justement braver ces risques. Attention aux accidents électriques. C'était un dossier signé Jean-Luc Bambo. Nous sommes en saison pluvieuse et pour prévenir tout risque d'inondation dans plusieurs quartiers du district d'Abidjan, d'importants travaux de curage et de construction d'ouvrages de drainage sont en cours. Le directeur général de l'ONAD, accompagné de ses équipes techniques, sont sur le terrain. Herman Guivi. Cocody Palmeraie, quartier Génie 2000, des travaux sont en cours. Ce barrage sur lequel nous sommes permet de pouvoir réguler les débits au niveau donc, du bassin versant, qui est appelé le bassin versant de la Palmeraie, de sorte à ce que au niveau de la rue Ministre, il puisse avoir une régulation des débits pour éviter les inondations. À l'issue des inondations de 2018, avec le poids de leurs conséquences désastreuses, les travaux ont été immédiatement engagés afin d'empêcher que le scénario ne se reproduise. Le directeur général de l'ONAD, accompagné de ses équipes techniques, visite ces sites répartis dans le district d'Abidjan pour s'assurer de l'évolution de ceux-ci. La rue Ministre, justement, nous y sommes. Les travaux d'élargissement du canal de drainage des eaux pluviales sont bien visibles. Aujourd'hui, avec la régulation des débits en amont, on a la maîtrise donc des eaux après la pluie, de sorte à ce que dans ce dallo-là, on puisse évacuer entièrement toutes les eaux qui seront évacuées le long de la rue Ministre. Et donc il n'y aura plus de débordement sur la rue Ministre et la voirie qui a subi, on peut dire, pas mal de conséquences liées au débordement sur la voie sera également stabilisée et tous les problèmes seront réglés définitivement au niveau de la rue Ministre. Le traitement de choc, arrêté pour éliminer ce mal pernicieux dont souffre depuis plusieurs années la rue Ministre, suit donc son cours. Même action à Alabra. Depuis le Génie 2000, toutes les eaux arrivent à ce niveau, traversent le Mitterrand et vont au niveau d'Alabra. Souvenez-vous, il y a quelques années, ce quartier avait été submergé par les eaux. On n'a pas lésiné sur les moyens pour donner à l'eau son chemin. Les travaux qui ont eu lieu ici, il fallait réaliser un autre canal de 5 mètres de base, donc c'est ce qui a été fait. Ici vous voyez les extensions de bâtiments donc, qui ont été démolis pour pouvoir donner de l'emprise à l'exécution des travaux. Prochaine étape de cette visite, le bassin tampon du lycée technique, au carrefour de l'Indénié. En amont, on a un certain nombre de barrages écréteurs, comme on a vu au Génie 2000, au nombre de 7, qui permettent de pouvoir réguler le débit pour ne pas que le carrefour soit inondé pendant la pluie. Des travaux de curage également initiés dans ce quartier de la Riviera Golf. Ici, vous assistez aux entretiens qu'on fait de manière périodique. Toutes les eaux se déversent au niveau de la lagune. Cap sur l'aménagement d'une cuvette pour retenue d'eau à Abobo-Baoulé. Des travaux engagés pour lutter contre tout risque d'inondation dans plusieurs zones ciblées. Nous avons au total près de 200 points critiques. On ne peut pas les visiter tous, qui font l'objet de suivi quotidien, d'entretien permanent, en particulier au cours de la saison des pluies. Pour la plupart, ces travaux sont réalisés, sont terminés. Et c'est pourquoi nos résultats sont presque satisfaisants actuellement, d'une manière générale. Prévenir les inondations, le ministère de la Salubrité urbaine et de l'assainissement en fait sa priorité. Des travaux achevés ou presque finalisés, la saison des pluies, elle, est loin d'être terminée. Et la crise sanitaire est aussi en cours. Le pays engagé dans le combat contre le coronavirus, notre pays, la Côte d'Ivoire, mise sur la sensibilisation pour venir à bout de la pandémie. Face à la montée des cas de personnes contaminées en Côte d'Ivoire, le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, assurant l'intérim du Premier ministre, a convoqué une réunion d'urgence ce samedi au nom du président de la République, Alassane Ouattara. C'est une rencontre avec tous les ministères techniques, à savoir la santé, la sécurité, la communication et bien d'autres. Il a été question pour chacun des acteurs de la riposte de faire des propositions en vue de stopper la propagation du coronavirus en Côte d'Ivoire. Après des heures d'échange, plusieurs propositions
dispositions d'ordre sécuritaire et sanitaire ont été arrêtées. Elles seront transmises au chef de l'État en vue de prendre des mesures appropriées au cours de la prochaine réunion du Conseil national de sécurité. On continue de sensibiliser en Côte d'Ivoire. Le point presse sur la gestion de la riposte sanitaire insiste sur le respect des gestes barrières. Vu l'augmentation des cas, le gouvernement appelle les populations à l'ordre et au civisme. Jean-Luc Bangbo. Nous sommes sur la mauvaise pente. L'heure de la remobilisation a sonné. C'est un véritable cri d'alarme qu'a lancé Dr Edith Kwasi au cours de ce point presse de ce samedi sur la gestion de la pandémie du coronavirus en Côte d'Ivoire. Un cri de cœur consécutif à la recrudescence des cas positifs de Covid-19 ces dernières semaines. Ces données montrent le dynamisme de la circulation du virus qui est de plus en plus important, avec ces taux de plus en plus élevés de positivité à la Covid-19 ces 2 dernières semaines et qui se situe entre 17 et 41% des cas des échantillons analysés. Pour le Dr Kwasi, il est encore possible de changer le cours de la pandémie dans notre pays. Et le ministère de la Santé a pris la disposition pour cela. Le gouvernement, au moins 600 lits qui sont prévus. Le CHU de Yopougon, avec 110 lits, est prêt. HMA à Niamant, je pense que c'est quelques réglages à faire pour que ce soit disponible. Le dispositif se renforce. Pendant ce temps, le gouvernement a réquisitionné certains hôtels, dont Vitive et Ibis, pour les cas légers. Donc, le dernier point qu'a fait le ministre de la Santé, tous les lits ne sont pas occupés. Le ministère continue de rechercher les contacts des cas confirmés pour leur assurer un suivi médical. Depuis le 13 mars 2020, 4223 contacts ont été suivis et sortis du lot quand 418 autres ont été confirmés positifs. L'autre point important de ce point presse, la situation sécuritaire marquée par les contournements récurrents des postes de contrôle. Des individus épris de fraude s'adonneraient quotidiennement au contournement de nos postes de contrôle officiels qui sont sans cesse interpellés et refoulés par les forces de servitude. Des actes qui, selon le porte-parole de la police nationale, ont contribué au déplacement du virus dans plusieurs autres localités. Ainsi, ce sont 33 localités en dehors du Grand Abidjan qui sont désormais touchées par la pandémie. Les acteurs du secteur informel du monde de la culture bénéficient d'une subvention non remboursable de 300 000 francs CFA par le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes en collaboration avec le ministère de la Culture. Notez que plus de 700 personnes du secteur ont déjà bénéficié de ce fonds, comme nous le rapporte Patricia Omoitia. Ils sont musiciens, plasticiens, acteurs, sculpteurs, choristes et instrumentistes. Ils travaillent dans le secteur informel du monde de la culture. Ils reçoivent ce jour une subvention de 300 000 francs CFA du Fonds d'appui aux acteurs du secteur informel. Je viens d'apprendre aussi qu'il y a encore une suite de près de 1022 artistes qui vont bénéficier. Je pense que ça va nous permettre de vraiment respirer un coup et de pouvoir relancer aussi nos activités. Pour aider les acteurs du secteur informel dont les activités sont impactées par la crise liée à la Covid-19, le gouvernement ivoirien a mis en place le Fonds d'appui aux acteurs du secteur informel, doté de 100 milliards de francs CFA, dont 10 milliards de disponibles. Il s'agit de 655 000 acteurs du monde culturel qui ont été impactés par la Covid-19. Des acteurs, dans toute leur diversité, sont venus recevoir leur chèque d'un montant de 300 000 francs. Le fonds, il est réel. Vous venez de voir donc les acteurs. Nous attachons beaucoup d'importance donc à la transparence de ce processus qui doit être inclusif, qui doit s'adresser aux vrais acteurs. C'est pour cela que je continue de lancer un appel pour que tous ces petits malins qui essaient de biaiser ce processus en allant estorquer des ressources aux personnes en promettant de les inscrire sur des listes, ces personnes vont répondre devant la loi. Plus de 700 artistes ont déjà reçu leur subvention du fonds. Environ 1000 autres acteurs du monde de la culture vont recevoir 300 millions de francs CFA selon la ministre de la Culture. Pour bénéficier du fonds, il faut s'inscrire sur les sites www.faci.ci et dans les guichets emploi de l'agence Emploi Jeunes. Et le coronavirus qui a plombé plusieurs activités. La Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGC,
C'est plus de 3000 entreprises, dont 10% ont déjà fermé à cause de cette crise sanitaire. Eh bien, pour mieux cerner les conséquences, afin d'envisager une relance des activités adaptées aux réalités des entreprises impactées, la CGC a sollicité des enquêtes et noté que près de 95% des entreprises sont impactées par l'actuelle crise sanitaire. On en sait plus avec notre reporter Walter Amadou Ouattara. Maison de l'entreprise dans la commune du Plateau. La restitution des résultats des enquêtes relatives à l'impact de la crise sanitaire liée à la COVID-19 sur les entreprises mobilise plusieurs acteurs de l'économie nationale. Selon l'INS, sur 125 entreprises, dont 51% de PME qui ont répondu à l'enquête, 84% des entreprises estiment que leur chiffre d'affaires est en baisse sur la période de janvier à avril 2020. 15% des petites et moyennes entreprises affirment que la crise a déjà entraîné leur fermeture. Ça concerne la plupart des entreprises. Dans cette étude, c'est l'isolement du Grand Abidjan qui leur pose beaucoup de difficultés. Mais il faut faire avec parce qu'il n'y a pas que les entreprises, il y a toute la population, effectivement. Donc il faut prendre en compte les mesures édictées par le gouvernement. Il faudrait que le fonds de soutien au secteur informel ou bien aux entreprises, etc., soit mis véritablement en œuvre pour leur permettre de pouvoir se relever. Toujours selon l'INS, si rien n'est fait, plus de 50% des entreprises ne pourraient pas survivre au-delà de 3 mois en cas de continuité de la COVID-19. Une situation qui interpelle la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Près de 95% des entreprises sont impactées par la Covid. Au début, c'était les entreprises comme les restaurants, les hôtels qui étaient fermés, le transport. Mais progressivement, ça touche tous les secteurs. La deuxième chose, c'est qu'il y a une forte appétence pour les appuis que l'État a mis en place. Et donc, il y a beaucoup d'entreprises qui frappent à la porte. Dans une deuxième étape, parce que ces fonds-là ont démarré, ce que nous espérons, les conditions pour accéder à ces fonds-là soient plus faciles pour que le plus d'entreprises en bénéficient. Des entreprises sont favorables à un allègement des impôts. Pour faire face à l'actuelle situation, les enquêteurs proposent un plan de relance post-Covid-19 qui tient compte des préoccupations des différents secteurs d'activité. Et cette crise sanitaire, heureusement, ne freine pas les efforts des partenaires de la Côte d'Ivoire pour aider à l'organisation des élections. L'Allemagne, l'un des partenaires de notre pays, apporte une contribution de 328 millions de francs CFA à la Côte d'Ivoire. Et cet appui financier s'inscrit bien sûr dans la mise en œuvre du projet d'appui au cycle électoral qui a pour objectif principal d'accompagner la commission électorale indépendante pour l'organisation des élections crédibles, apaisée et démocratique, comme nous l'explique Walter Amadou Ouattara. La République fédérale d'Allemagne tient à des élections crédibles, apaisées et démocratiques en Côte d'Ivoire. Pour traduire cette volonté en actes concrets, l'Allemagne apporte une contribution financière d'un montant de 328 millions de francs CFA destinés à l'organisation des futures élections dans le pays. Et on cherche aussi évidemment que tous les Ivoiriens se retrouvent dans les résultats de ce processus électoral, qu'ils considèrent que leur vote a été pris en compte, que tous les contendants avaient leur chance réelle et qu'ils peuvent après vivre avec les résultats en confiant dans les institutions. Le fonds est logé au programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Cette institution est chargée de la mise en œuvre du projet d'appui au cycle électoral avec pour objectif principal d'accompagner la commission électorale indépendante, CEI. Tous les pays où le gouvernement demande une assistance électorale au système des Nations Unies, c'est toujours le PNUD qui accompagne le processus, bien évidemment, avec la contribution d'autres agences du système. Et donc, dans le cas de la Côte d'Ivoire, nous avons ce qu'on appelle un panier commun. En anglais, on dit un basket fund. Et donc, à travers ce basket fund, on se met d'accord avec la commission électorale indépendante, mais également avec les bailleurs, quelles sont les activités, quels sont les axes que nous allons appuyer. Je dois noter que nous sommes extrêmement reconnaissants de cette contribution parce que l'Allemagne est en fait le deuxième bailleur le plus important pour le PNUD, non seulement au niveau mondial, mais également au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc nous sommes heureux de voir ce partenariat se concrétiser aujourd'hui à travers cette contribution. Le président de la commission électorale indépendante salue cette solidarité de la République fédérale d'Allemagne.
Je suis un homme heureux parce que ces fonds vont permettre à la Commission, en plus de ce que l'État lui donne suffisamment, pour réaliser bien entendu une élection transparente et crédible. Mais pour qu'il y ait élection, il faut qu'il y ait des électeurs. C'est pour cette raison, je profite de cette occasion d'inviter encore nos compatriotes à venir s'inscrire massivement sur la liste électorale, à l'effet d'avoir la qualité d'électeur pour participer à l'élection le 31 octobre 2020. Le protocole d'appui financier a été signé le vendredi 19 juin 2020 par l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne et par la représentante du programme des Nations Unies pour le développement PNUD en Côte d'Ivoire. La direction du PDCI-RDA a fait son choix. La direction a demandé au président de ce parti d'être candidat lors de la convention de désignation du candidat pour la présidentielle prochaine. Henri Konan Bédié a donné son accord. Un appel à candidature, je rappelle, avait été lancé au sein du PDCI-RDA. Henri Konan Bédié est ainsi le premier candidat officiel déclaré pour cette convention, nous dit Michel Digri. Henri Konan Bédié, proposé par la direction du PDCI-RDA pour être candidat lors de la convention de désignation de celui qui défendra les couleurs de ce parti à la présidentielle prochaine. La nouvelle est tombée à la mi-journée. Ce samedi, les choses sont allées très vite au cours de cette réunion, mettant ainsi fin à plusieurs mois de suspense et de rumeurs. D'abord, c'est Jean-Louis Billon, cadre du parti, qui annonce son retrait de la course à la candidature pour la convention. La direction du parti fait la proposition à Henri Konan Bédié qui par la suite donne son accord. Je suis à la fois surpris et heureux du contenu de vos messages me demandant d'être candidat à l'élection du candidat de notre parti à la présidentielle d'octobre 2020. Depuis octobre 2010, date de notre dernière participation à une élection présidentielle, nous voici à quelques mois de l'échéance présidentielle d'octobre prochain. Je réponds à votre attente tout en espérant que vous mobiliserez sur le terrain pour amener les membres statutaires de la Convention à m'assurer une victoire éclatante au soir du 26 juin prochain. Je compte sur vous également pour transmettre à l'ensemble de nos militantes et militants ma détermination et ma constante disponibilité à servir sans relâche le parti pour notre victoire à l'élection présidentielle prochaine. Un appel à candidature avait été lancé au sein du PDCI-RDA pour cette convention. Henri Konan Bédié est le premier candidat officiel déclaré. Les candidatures sont réceptionnées jusqu'au 24 juin à 10 h. Les populations sont présentes dans les différents centres d'enrôlement à l'effet de s'inscrire sur les listes électorales. Et le ministre d'État, Ahmed Bakayoko, maire de la commune d'Abobo, s'est rendu dans un centre d'enrôlement à Abobo, PK18, pour s'assurer du bon déroulement de l'opération et inviter surtout les populations et militants du RHDP à se faire enrôler. Abou Sanogo. Le premier magistrat de la commune d'Abobo, Ahmed Bakayoko, visite un centre d'enrôlement situé au sein du collège Marie-Rose de Lima à Abobo PK18, secteur Bois-Sec. C'est le centre qui bat le record à Abobo. Il y a combien de personnes? 59 hier. Ok, bon courage, félicitations. Une opération lancée depuis le 10 juin et qui connaît un engouement certain. Elle se déroule ici dans le calme. Les populations se sont donc mobilisées. Leur objectif, s'inscrire sur la liste électorale. Ça me fait plaisir, ça me rend heureux. Je suis vraiment fière, je suis vraiment contente. J'invite vraiment la jeunesse à se mobiliser, à venir se faire enrôler. Il faut que la jeunesse soit inscrite sur la liste électorale parce que la Côte d'Ivoire appartient à la jeunesse. Ahmed Bakayoko a expliqué la nécessité de l'opération d'enrôlement, puis a invité la population à y prendre part. L'enrôlement est une étape importante du processus électoral. Et c'est un engagement personnel. C'est à travers l'enrôlement qu'on a la capacité d'influencer la vie politique. C'est là qu'on a le pouvoir de décider. C'est notre part de pouvoir de décision. Donc que tous viennent se faire enrôler. C'est très important. Si vous n'êtes pas sur la liste électorale, vous n'avez pas le pouvoir de faire basculer les choses dans le sens que vous souhaitez. Votre part de gouvernance réside dans votre aptitude à être électeur et à être sur la liste électorale. Le deuxième appel que je veux lancer aux Ivoiriens en général, et ici à Abobo en particulier, il ne faut pas attendre le dernier jour. Il ne faut pas attendre les derniers jours pour se bousculer
et espérer que l'État reporte les délais. Cette opération d'enrôlement qui a débuté depuis le 10 juin s'achève le mercredi 24 juin prochain. À l'intérieur du pays, la coordinatrice régionale du RHDP pour la région du Bonkani a sillonné les localités de Teini, Doropo et Bouna. La ministre Niale Kabaka du RHDP et son équipe étaient justement sur le terrain pour exhorter les jeunes majeurs et les personnes qui n'ont jamais figuré sur la liste électorale à se faire enrôler. Herman Niamien. La coordination régionale du RHDP pour la région du Bonkani sur le terrain. Niale Kabaka et son équipe sont allés convaincre les jeunes majeurs et les personnes qui n'ont jamais figuré sur la liste électorale à se faire enrôler. Après Doropo et Teini, c'est à Bouna, le chef-lieu des régions, qu'elle a clôturé sa tournée. Au jour d'aujourd'hui, le certificat de nationalité suffit pour figurer sur la liste électorale. Donc l'objet de la mission, c'est d'abord de demander à nos structures d'accompagner et d'encadrer ceux qui n'ont pas de pièces pour qu'ils puissent se l'établir dans les délais impartis. Et surtout veiller à ce que les nouveaux majeurs qui ont établi ces papiers puissent aller s'inscrire sur les listes électorales. On l'a dit, on a beau soutenir le parti, si au jour des élections vous ne pouvez pas lui donner votre voix, on peut dire que c'est un soutien qui n'est pas très efficace. Mais nous avons bien sûr insisté pour que nos responsables, nos différents représentants fassent déjà encore plus que ce qui est déjà fait, qu'ils améliorent les résultats parce que nous avons l'intention d'avoir des résultats les meilleurs sur le plan national. Inciter les jeunes majeurs et les militants à se faire enrôler et aussi à se faire établir les pièces d'identité, mais pas seulement. Niale Kabaka est également venu vendre le candidat du RHDP qui, selon elle, a le meilleur profil pour diriger la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le président a souhaité passer la main et lui-même et le parti ont porté leur choix sur le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Je pense que Bouna saura montrer au président Alassane Ouattara qu'il est d'accord avec ce choix en votant avec un score très honorable. Niale Kabaka a mis en mission tous les délégués du RHDP afin qu'ils sillonnent à Moué Village pour poursuivre la promotion du RHDP, seul gage selon elle du développement de la Côte d'Ivoire. On reste à l'intérieur du pays et l'heure est aussi à la sensibilisation dans la région de la Nawa. Le ministre Alain Richard Donvaï, cadre du RHDP, sensibilise les militants et sympathisants du RHDP. Ils sont invités à se faire enrôler sur la liste électorale. Abdoulaye Koné. Semaine marathon pour le coordinateur du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix de la région de la Nawa. Alain Richard Donvaï a arpenté les 4 départements de la région, entre autres Soubré, Méagui, Buo, les sous-préfectures, sans oublier les hameaux et villages. Dans chacune de ces localités, le coordinateur du RHDP a exhorté les militants du parti, surtout les nouveaux majeurs, à participer massivement à l'opération d'enrôlement pour l'obtention de la carte nationale d'identité. Le ministre a par la suite invité les militants à prendre une part active au processus de révision de la liste électorale lancée le 10 juin dernier. Nous, au RHDP, c'est de gagner ces élections d'octobre 2020 au premier tour. Donc il est important pour nous d'être sur le terrain avec nos hommes pour nous assurer que l'électorat que nous avons besoin de conquérir est bien inscrit donc, sur les listes électorales. Nous avons besoin de savoir que les membres de notre parti sont bien à jour de leurs pièces d'identité pour pouvoir, au soir d'octobre 2020, faire en sorte que notre candidat soit élu à la magistrature suprême. Sortir nombreux avec en tête le nouveau majeur dans le strict respect des mesures barrières édictées par le Conseil national de sécurité. Les militants du RHDP entendent investir les différents bureaux d'enrôlement. C'est les jeunes d'aujourd'hui qui deviennent les vieux de demain. Donc, comme le ministre a laissé un message fort, on va faire l'effort de faire le tour de toutes les contrées pour faire sortir les jeunes et les faire comprendre le bien-être et pourquoi se faire enrôler. À chacune de ces rencontres, le coordinateur RHDP, par ailleurs président du conseil régional de la Nawa, a également sensibilisé militants et populations à mettre en œuvre les mesures barrières afin de stopper la Covid-19. Alain Richard Donvaï s'est ensuite rendu dans les différents centres d'enrôlement pour s'assurer du bon déroulement de l'opération.
Direction le Boclé où le ministre Philippe Légré a rencontré ce samedi les populations au centre polyvalent de Sassandra. Objectif, expliquer l'intérêt et les enjeux de l'opération d'enrôlement aux populations. On en sait plus avec notre reporter Sam Konan. Le ministre Philippe Légré dans l'un des centres d'enrôlement dans la commune de Sassandra. Ici, le constat est clair. Je voudrais une affluence qui soit encore meilleure à celle que nous constatons ici. Ici, par exemple, dans ce centre, nous avons pour 10 jours pour 116 personnes. Ce n'est pas vraiment ce que nous voulons. Nous voulons encore plus. Comme dans les autres centres d'enrôlement, les populations ne se bousculent pas. Fort de ce constat, Philippe Légré tient une rencontre d'urgence au foyer polyvalent avec les populations. Une rencontre de sensibilisation et de mobilisation autour de cette opération d'enrôlement. Quand on prend une région et on voit le nombre d'électeurs, on dit la région du Boclé à 58 000 électeurs, alors que nous pouvons même atteindre 100 000 électeurs. Mais pourquoi ne pas le faire? Allez, courez vers les centres d'enrôlement. C'est très important pour nous et pour nos enfants. Il faut que les gens s'enrôlent pour qu'ils puissent être sur la liste électorale pour pouvoir voter. D'autres rencontres de sensibilisation sur l'enrôlement dans la région du Boclé sont prévues dans les jours à venir. Le Monasco RHDP est aussi sur le terrain. Le mouvement national de soutien pour une candidature unique RHDP sensibilise les membres et coordonnateurs de jeunesse de la région de Lagnibi-Tiassa sur l'importance de l'enrôlement de nouveaux majeurs sur la liste électorale. Le reportage est signé Jean Magagui. Le mouvement national de soutien pour une candidature unique, Monasco RHDP, mobilise à Agboville la jeunesse de la région de Lagnibi-Tiassa pour les élections générales de 2020. Les nouveaux majeurs, jeunes ivoiriens âgés de 18 ans, sont encouragés à se faire identifier et à s'inscrire sur la liste électorale. Le Monasco RHDP cible au total plus de 30 000 nouveaux majeurs dans le département d'Agboville et dans les autres localités de la région. Nous avons lancé, à l'instar des autres régions de la Côte d'Ivoire, l'enrôlement dans notre région. Et à mi-parcours, il était important que nous puissions rencontrer l'ensemble des présidents des jeunes pour faire le point d'abord, mais surtout pour les engager définitivement. D'abord pour aller ratisser, que ce soit dans les quartiers, dans les villages, toutes nos populations qui ne sont pas sur la liste électorale à l'effet de le faire, mais surtout galvaniser ces jeunes pour qu'ils gardent leur engagement. Nous avons fixé des objectifs. À la région, on attend 30 000 nouveaux majeurs à inscrire. Et le département d'Agboville, 15 000, et les autres répartis entre les autres départements que sont donc Tia-Salé, Sikinsi et Tabo. Nous avons appelé tous les présidents, les jeunes, pour qu'ils puissent aller dans les villages, les hameaux, les sous-préfectures, les communes de Lagnibi-Tiassa pour passer le message de sensibilisation, puisqu'il nous reste que quelques jours seulement pour la fin de l'inscription sur la liste électorale. Plus de 50 motocyclettes sont offertes par le coordonnateur régional RHDP au comité de base pour la sensibilisation. Le Monasco RHDP vise l'enrôlement de plus de 700 000 nouveaux majeurs sur toute l'étendue du territoire national. Gage de la victoire du candidat RHDP, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, aux élections présidentielles d'octobre prochain. Plus de 55 personnes démunies ont vu leurs frais de timbre payés pour l'obtention de la nouvelle carte nationale d'identité. C'est une initiative de la deuxième adjointe au maire de Boaké, Krotoumou Diomandé, présidente de l'ONG Femmes Actives pour le développement et la cohésion FADEC. Explication détaillée avec Guénéba Ouattara. L'ONG FADEC entend des femmes actives pour le développement et la cohésion au secours des plus démunis à Boaké. Cette organisation non gouvernementale, dirigée par la deuxième adjointe au maire Krotoumou Diomandé, a permis à une cinquantaine de personnes de favoriser l'obtention de leur nouvelle carte nationale d'identité en payant les frais de timbre. La remise symbolique des récépissés d'enrôlement aux bénéficiaires a eu lieu en présence des autorités municipales. L'action sociale s'inscrit dans le cadre de l'opération de soutien à l'identification des personnes démunies. Je tiens à rappeler que c'est le lancement. Nous poursuivrons dans les quartiers en faisant bénéficier les couches défavorisées. Certains pourraient se demander pourquoi soutenir cette opération. Nous soutenons cette opération car un individu sans papier est un véritable cas social. Oui, à l'heure de la modernité, vous ne pouvez rien faire sans papier.
Une initiative saluée par les bénéficiaires et responsables d'ONG Sœurs. Le maire Dubo Nicolas, président de cette cérémonie, qualifie ce geste d'acte citoyen. Mais vous offrez la chance à leur descendance d'être en règle vis-à-vis de l'administration dans le futur. C'est pourquoi, au nom de toute la ville de Bouaké et de sa population, je voudrais ici et maintenant vous traduire mes sincères remerciements. Je voudrais saisir cette opportunité que vous m'offrez pour lancer un appel à d'autres bonnes volontés pour suivre le sillon que vous venez de tracer. Créée en 2015, l'ONG Femmes Actives pour le développement et la cohésion œuvre pour l'autonomisation des jeunes et femmes à travers la création d'activités génératrices de revenus. Voilà l'identification. L'enrôlement se déroule dans le respect des gestes barrières car le coronavirus est toujours menaçant. Les chiffres sont tombés. Le bilan sanitaire vient d'être dévoilé. Ce samedi, on dénombre dans notre pays 402 nouveaux cas confirmés, 50 nouvelles guérisons. Nous écoutons le directeur général de la Santé, professeur Mamadou Samba. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, samedi 20 juin 2020, 402 nouveaux cas de Covid-19 sur 1155 échantillons prélevés, soit 34,8% de cas positifs. 50 guéris et 3 décès. Nous avons déploré ce jour 3 décès. Il s'agit d'un patient de 49 ans, insuffisant rénal et séropositif au VIH, sur le site de prise en charge du CHU de Yopougon. Le second, un patient de 63 ans, diabétique et hypertendu, décédé au service de maladies infectieuses et tropicales du CHU de Trècheville. Le dernier patient, âgé de 45 ans, décédé dans un établissement sanitaire privé avec une obésité morbide. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique présente ses condoléances aux familles éplorées. À la date du 20 juin 2020, la Côte d'Ivoire compte donc 7276 cas confirmés, dont 2992 personnes guéries, 52 décès et 4232 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 44 230. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle que la pandémie n'est pas terminée. Il exhorte les populations vulnérables, notamment les personnes âgées et les personnes atteintes de maladies chroniques, à réduire leurs déplacements afin de se protéger et de préserver leur santé. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique en appelle donc à la discipline et au sens de la responsabilité de tous et de chacun. Si vous toussez avec de la fièvre, des difficultés respiratoires et une perte de goût et de l'odorat, n'hésitez pas à vous rendre dans un des centres d'accueil et de dépistage Covid-19 ou appeler les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143. Voilà, la pandémie n'est pas terminée. Continuons de respecter les gestes barrières pour stopper ce coronavirus qui touche plusieurs pays. Ce 20 juin, on dénombre en Afrique du Sud 92 681 cas confirmés, 1877 décès. En Égypte, 52 211 cas confirmés, 2017 décès. Au Nigeria, 19 147 cas confirmés, 487 décès. Au Ghana, 13 203 cas confirmés, 70 décès. Au Maroc, 9 839 cas confirmés, 213 décès. Et dans le monde, on dénombre ce jour 8 733 136 cas confirmés, 461 675 décès. Nous sommes samedi, place à l'instant culture de ce 20h. Et on en arrive à l'entretien avec notre invité de la page culture de ce samedi. Je vous retrouve avec plaisir, Dr Samuel Maté. Alors, vous invitez les Africains à ne pas être comme des enfants résignés au chevet d'une mère mourante, mais à être solidaires pour la relever. Dites-nous de quoi souffre l'Afrique. Écoutez, Marie-Laure, si on regarde
aujourd'hui la situation du continent. On se rend compte que déjà au niveau du développement, les pays comme Singapour ou d'autres pays d'Asie du Sud, qui étaient en arrière par rapport à plusieurs pays africains dans les années d'indépendance, sont aujourd'hui largement en avant de l'Afrique au niveau du développement. Et on regarde également que parmi les pays les plus pauvres sont retrouvés en Afrique. On se rend compte que si on regarde le classement de la Banque mondiale par rapport à l'attractivité des économies et de l'investissement, les pays africains sont en bas de liste, sauf des pays comme Maurice, qui est 13e, qui fait honneur à l'Afrique. Même notre chère Côte d'Ivoire aujourd'hui, malgré les réformes, elle a fait beaucoup de réformes, elle a été un peu poussée vers le haut à cause de ces réformes et est toujours à la 110e place en termes d'attractivité. Alors, qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas? C'est ce que nous avons essayé de répondre avec ce livre, parce que jusque-là, tout ce qui a été conseillé, ce sont de grandes réformes macroéconomiques, il faut changer les systèmes, il faut changer les gouvernements. Ça ne marche pas pour vous. Et ça ne marche pas pour moi. Et justement, vous évoquez un remède miracle dans votre ouvrage. Tout à fait. On va essayer de voir cela. Notre confrère Franck Quadio a bien lu votre ouvrage. Il le résume si bien. On suit ensemble et on en rediscute sur ce plat. Merci. Les valeurs, le vécu, le leadership, le système de gouvernance, la jeunesse, le digital, la foi, le divin et l'entrepreneuriat. Des thèmes déclinés à travers 44 chroniques pour mettre au goût du jour une certitude. Et si on repensait l'Afrique? Et en appendice, la transformation du continent maintenant et par chacun. Dr Samuel Maty, co-concepteur de la méthode Entreprendre à 0 francs, est le nouveau chantre de l'afro-optimisme. Mais un optimisme qui prend ancrage sur des valeurs économiques et non politiques. Ces solutions sont pragmatiques. L'outil pour y parvenir est juste que chacun mette le pied à l'étrier et attelle son propre cheval. Par exemple, au chapitre 2, quand il parle d'identifier les 20% qui doivent produire 80% du résultat, il interprète l'image en expliquant par une autre thématique qu'il s'agit de reconnaître les petites choses qui font bouger les montagnes. Faire bouger les montagnes, briser les barrières, en somme, s'émanciper. Car l'Afrique est un continent riche. On a eu de cesse de le répéter et de le rappeler. L'auteur ne veut plus en faire un vœu pieux, il veut en faire une réalité enfuie et exprimée en chacun et par chacun de nous. Voilà, en chacun et en chacun de nous, Tout à fait. tout le monde. Alors, le premier escalier à franchir pour tirer l'Afrique vers le haut. Le premier escalier, c'est de dire que chaque Ivoirien, chaque Africain a un devoir de pouvoir amener l'Afrique et de le tirer vers le haut. Ce n'est pas l'objectif du gouvernement, ce n'est pas le rôle du gouvernement seulement, mais cela revient à chacun de nous comme mission de tirer l'Afrique vers le haut. Alors, donc, quelle est cette mission de façon pratique? Qu'est-ce que je fais? Parce que dans votre ouvrage, c'est vrai, vous dites « Yes, tout doux ». Yes, parce que ce que nous avons relevé, c'est qu'il faut véritablement que chaque Africain puisse se dire que il y a 44 valeurs que nous avons identifiées. Il faut qu'ils embrassent la majorité de ces valeurs, qui sont le travail, qui sont la reconnaissance du divin, qui sont également l'entrepreneuriat, et de savoir se dire que je n'attends pas toujours qu'on me donne pour faire, mais moi-même, je peux commencer avec ce que j'ai. Ce sont des mots qu'on a toujours entendus. On continue d'être sensibilisé à l'entrepreneuriat, à l'auto-emploi. La volonté y est. Mais le problème, c'est que ça va s'aggraver et il faut aujourd'hui passer à l'acte. Le BIT nous dit que la Covid va effacer près de 200 millions d'emplois à travers le monde, 20 millions d'emplois à travers l'Afrique. Et vous voyez les efforts que le gouvernement fait. Et les pays qui se sont développés, ce sont les pays qui ont pu avoir des citoyens et des privés travailler à côté du gouvernement pour pouvoir faire sortir le pays. Donc, c'est notre appel. Et nous retrouvons cet appel dans l'Abidjanaise, où, par exemple, on nous parle de la Côte d'Ivoire comme un pays d'hospitalité, un pays d'espérance, mais également, et c'est mon appel à chaque Ivoirien dans cette période d'élection également, de dire que chaque Ivoirien embrasse le point focal pour moi de l'Abidjanaise, qui est d'être un modèle, le modèle de l'espérance pour l'humanité. C'est un message très fort. Je n'ai jamais vu de message aussi fort dans aucun hymne africain.
Et on parle d'être un modèle pour l'humanité. Donc, il s'agit pour chaque Ivoirien aujourd'hui de se dire que comment est-ce que je peux devenir un modèle pour l'humanité dans l'entrepreneuriat, dans le travail et dans le fait de tirer l'Afrique vers le haut. Et vous dites de façon pratique, on peut entreprendre à 0 francs. Tout à 0 fait. francs CFA. Tout le monde n'est pas David face à Goliath. Non, c'est clair. Mais ce que nous définissons comme 0 francs ici, c'est qu'il ne faut pas compter sur le gouvernement nécessairement. Il ne faut pas compter sur un ongle, sur une tante. Docteur Samuel, dites-nous comment on peut entreprendre avec 0 francs, sans rien, sans financement. Je vous donne un exemple très simple. Nous avons des formations que nous faisons. Nous avons plus de 100 techniques que nous utilisons dans nos formations et nous apprenons aux gens. Et on invite les gens à venir suivre nos formations. Nous avons par exemple un jeune homme qui, simplement avec sa carte d'identité, est parti prendre des bidons de jus d'orange et qui fait partie d'une de nos techniques que nous enseignons. Il a laissé sa carte d'identité en garantie. Il a reconverti le bidon de 5 litres en de petites bouteilles. Il a commencé à vendre dans les tours administratifs. Au bout de 6 mois, il avait assez d'économies lui-même pour avoir une petite plantation. Ce sont ces genres d'initiatives que nous encourageons parce que, quel que soit l'effort du gouvernement, le gouvernement n'aura pas des milliers de milliards pour aider tout le monde. Et encore une fois, les pays qui se sont développés, ce sont les pays où la société civile, où les citoyens ont essayé de travailler aux côtés du gouvernement, et c'est ce que nous disons qu'il faut faire. Il faut croire en ses potentialités et vous mettez l'accent sur le changement de mentalité. Le changement de mentalité est très important parce que aujourd'hui, il faut qu'on sorte de ce schéma où on se dit qu'on est faible, on n'a rien, qu'on doit tendre la main, mais aller plutôt vers le fait que je dois me comparer aux meilleurs et avoir cette audace de dire que je peux me comparer, je peux faire mieux que le jeune Américain. Il y a des exemples de réussite en Afrique ici. Mais bien sûr. Vous l'évoquez dans votre ouvrage, dans plusieurs secteurs. Tout à fait. Au niveau culturel. Au niveau culturel, on apprend une personne. Et même aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on voit tout ce qu'il y a comme Alpha Blondy en son temps qui a brillé. On voit que l'Ivoirien en lui-même peut challenger, n'est-ce pas, au niveau mondial, les meilleurs dans les domaines sur lesquels ils choisissent. Merci beaucoup, Dr Samuel Maté, d'avoir répondu à nos questions. Merci de jouer votre partition dans le développement de l'Afrique. Merci pour votre ouvrage que je recommande fortement. Nous lirons cet ouvrage et l'Afrique, nous aiderons notre continent à être toujours porté là-haut. Vous l'avez compris, ce journal est terminé. On se quitte avec cette pensée tirée de l'ouvrage de notre invité Samuel Maté. À cœur vaillant, rien d'impossible. Levons-nous pour bâtir une Afrique unie et prospère. Ensemble, c'est possible et c'est maintenant. Très belle soirée. À demain 20h.